10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez une super journée, trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, et comme d'habitude tous les lundis en ce moment, le petit récap du week-end, qui est un format qu'on a lancé il y a quelques semaines, qui vous plaît bien, je veux dire heureusement, parce que c'est pas les vidéos les moins longues à faire, mais moi aussi je kiffe revenir sur le week-end, même retrouver tout ce que j'ai raté, revenir sur tous les éléments marquants et vous les partager. Comme d'habitude, on commence en Première Ligue, il s'est passé pas mal de choses en PL, et notamment une victoire pour West Ham, encore une, cette fois c'était en déplacement du côté de Luton. Il l'emporte 2-1 grâce à 2 buts de la tête, Jarrod Bowen au bout d'un centre de Lucas Paqueta, Zouma à la suite d'un corner de James Ward-Prowse. Pour le premier match de Première Ligue de son histoire à Kenilworth Road, j'ai trouvé que Luton n'a pas été mauvais dans cette soirée historique. Franchement, West Ham a eu 62% de possession. D'ailleurs, c'est le premier match de PL où ils sont au-dessus de 50. Mais ils ont eu moins de tirs que Luton, qui a été assez intéressant, qui aurait sans doute dû avoir un penalty au bout du bout sur 7 mains de James Ward-Prowse, 94e minute dans le temps additionnel. Sans doute qu'ils auraient pu revenir à deux partout. West Ham, rien à dire, encore très fort sur coup de pied arrêté offensif, notamment grâce à Ward-Prowse et dans le jeu aérien qui est leur menace principale. Et j'ai trouvé aussi, on peut noter que Edson Alvarez a fait un bon match au milieu de terrain. Je vais dire, West Ham, ils sont en très bonne compagnie, tout en haut du classement, 4ème avec 10 points, 3 victoires, un nul en 4 matchs. Pour l'instant, mon avis change pas trop sur eux. Je suis pas vraiment fondamentalement convaincu par ce que je vois, mais on va avoir l'occasion là sur le prochain mois et demi et les 6 prochaines semaines, notamment au retour de la trêve, de juger avec vraiment beaucoup de matière, parce qu'ils vont recevoir City, ils vont se déplacer à Anfield, ils jouent Sheffield United, Newcastle et Aston Villa. 5 matchs, au moins 4 sur 5 très costauds de PL, et en plus entre tout ça il y a de la Cup Europa League, il y a de la Carabao Cup, donc vraiment un calendrier pas facile là. Sur les 9 prochains matchs pour West Ham, on va voir vraiment ce qu'ils ont dans le ventre, ça devrait permettre de juger. Man City, 4ème match, 4ème victoire pour eux, ils ont étrié Fulham 5-1, ouverture du score de Julian Alvarez au bout d'une passe décisive d'Erling Haaland. Fulham a égalisé sur une faute de main d'Ederson, mais juste avant la mi-temps, Nathan Ake redonne l'avantage à City. Pourtant, je pense que Manuel Akanji était clairement hors jeu et faisait nettement action de jeu. Un petit problème arbitral qui a fait un peu polémique ce week-end en Angleterre. En seconde, City, pas de souci à dérouler. Erling Haaland a planté un triplé, dont le troisième, celui-ci, pour conclure un excellent travail du petit Sergio Gomez. Avec 4 matchs, 4 victoires, City est la seule équipe parfaite en Première Ligue, 12 points. Il redémarre la saison très fort, comme ils avaient terminé la précédente. Au-delà du triplé d'Erling Haaland, j'ai envie de souligner 2-3 trucs, notamment les excellents matchs de Julian Alvarez, un but, un penalty provoqué, quelques très bonnes passes. Phil Foden, une passe décisive, et plus généralement impliqué dans tous les bons mouvements de Man City. L'absence de Kevin De Bruyne, c'est sûr, elle va continuer à peser pour cette équipe, mais avec ces deux-là, il y a de la création, il y a des espaces ouverts, il y a beaucoup de talent sur la ligne offensive de City. C'était la première aussi, d'ailleurs, en parlant de talent et de qualité individuelle, d'espace ouvert, c'était la première de Jeremy Doku, sous les couleurs de City, sous le maillot des Citizens. Il était titulaire. J'ai vu la compile de tous ces ballons touchés, franchement, beaucoup de déchets, c'est vrai, mais aussi beaucoup de création, beaucoup d'espace ouvert. On connaît le profil, classique Doku. Je pense que pour le coup, il a tenté un peu moins de dribbles que d'habitude. Il y en a 4, il me semble. 4 ou 6, 2 ou 3 réussis. Il y a vraiment quelque chose à exploiter pour City. Ça permet de mettre un peu d'imprévisibilité dans leur machine. C'est pour ça qu'il a été recruté. Et moi, j'ai bien aimé. C'était très brut, mais j'ai bien aimé les premiers pas de Jeremy Doku. De vrais soucis de cohérence dans l'arbitrage Premier League. Ça, c'est quand même ce match. Il a fait ressurgir ce sujet plus fort que jamais, notamment quelques jours après cette interview de Mike Dean. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, il était interrogé dans un podcast et il a fait des révélations qui ont un peu scandalisé l'Angleterre. Il est à la retraite désormais, mais il a avoué en gros que quand il était dans l'équipe VAR, dans le camion VAR anglais, qu'il avait parfois pas signalé des erreurs d'arbitrage pour pas vexer l'arbitre principal. Donc ça a déchaîné les passions là-bas et ça n'a pas contribué à apaiser le climat autour de l'arbitrage en Angleterre, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelques jeunes à surveiller du côté de Man City, Doku la titularisation, mais aussi Sergio Gomez qui a fait une bonne entrée, et le petit Norvégien ici, Oscar Bob, qui vivait ses tout premiers pas sous le maillot de City. C'est un petit ailier de 20 ans, il a été élu Academy Player of the Year, donc meilleur joueur du centre de formation sur les 2 dernières saisons consécutives. Voilà, un petit gars à suivre de Man City, peut-être qu'ils revendront 50 millions à Chelsea d'ici quelques mois. On verra. Alors justement, en parlant de Chelsea, grosse contre-performance pour eux. Ils ont été battus à la maison par Nottingham Forest ce week-end. Quelques très grosses occasions, mais pas de finition. Et en seconde période, c'est bien Anthony Elanga qui a crucifié les Blues. Et alors, match intéressant, si vous avez vu ma vidéo prono de Première Ligue il y a quelques jours, ou même l'analyse détaillée de Nico Jackson un peu plus tôt dans la semaine, vous imaginez bien que c'est un résultat qui m'a pas trop fait plaisir.
Même si fondamentalement, je pense quand même que c'est un match où Chelsea a suffisamment produit pour pouvoir l'emporter la plupart du temps. 21 tirs à 7, simplement pas assez de cadré, 77% de possession. Nette domination sur à peu près tous les indicateurs statistiques, les XG aussi. Le discours de Pochettino qui dit que c'est une défaite qui va aider Chelsea à prendre un petit peu en maturité, qu'il n'était pas fondamentalement inquiet vu la prestation. Je suis plutôt aligné avec cette vision. Mais c'est vrai qu'il y a encore une grosse erreur au milieu sur le but d'Anthony Elanga, ça c'est un problème. Et surtout, c'est une occasion gâchée d'engranger de la confiance avant la trêve. C'était un peu comme ça que j'avais mis en lumière ce match, et notamment les suivants. Il y a une série plutôt de matchs favorables qui arrivent pour Chelsea. C'est l'occasion de dépasser ce début de saison qui est comptablement pas excellent et d'engranger de la confiance, alors que la production n'est pas mauvaise. Mais ils l'ont pas vraiment fait. Et notamment, c'était l'occasion pour Nico Jackson, qui a eu une énorme occasion à la 83e minute d'endosser véritablement le costume du sauveur, en plus à la maison, et turbocharger un peu son début de carrière en Première Ligue. Il y a un très très gros raté. On avait soulevé dans l'analyse les problèmes à la finition. Faut pas que ça devienne trop récurrent, parce que au-delà de ce que ça coûte à Chelsea, même niveau mental, c'est pas très bon pour un début de carrière. Au moins, mon joueur à suivre de Forest m'a pas trahi, ça c'est la rare satisfaction de ce match. Grosse rencontre d'Elanga, qui a été buteur, qui a été impliqué dans à peu près tous les bons coups, toutes les accélérations de Forest, qui fait pas un si mauvais début de saison. Burnley-Tottenham, au moins l'excellent Tottenham de Postecoglou, en lequel je crois beaucoup, a encore impressionné. Malgré l'ouverture du score de Burnley sur une très belle transition offensive, les Spurs ont déroulé et l'ont emporté 5-2. Son égalise en s'appuyant sur Solomon, quel geste pour finir. Christian Romero sans contrôle et James Maddison après un ballon haut gagné par Udogie. Les deux envoient 2 fléchettes supersoniques. Et puis encore une liaison Solomon-Son pour le 4-1. Il y aura même un triplé un peu plus tard pour Heung-min Son. Je vais pas vous mentir, je regarde Tottenham, sur certaines séquences, j'ai vraiment des frissons. Quelle belle équipe, ça joue tellement bien au foot. Si vous avez vu ma vidéo justement il y a une dizaine de jours à peu près, Tottenham joue vraiment bien. Voilà, je fais l'analyse approfondie des principes de Postecoglou. C'était une étude de cas suite au match contre Bournemouth. Voilà, ça joue super bien. J'ai l'impression qu'on va beaucoup parler d'eux cette saison sur la chaîne. C'est juste dommage qu'ils soient pas européens, qu'on puisse pas les voir dans des gros matchs de Ligue des Champions, même des tours avancés d'Europa League, ce qui aurait été cool. Mais bon, on va prendre ce qu'on a et on va les voir en Première Ligue. Souvent. Le très gros takeaway de ce match, sans doute, c'était la titularisation de Heung-min Son en pointe, donc Richarlison sur le banc, Son qui passe d'ailier gauche à pointe et Manor Solomon titularisé. Ça a tellement bien marché pour Tottenham, il plante un triplé, Solomon a été excellent aussi, que je suis pas certain qu'on revoie Richarlison titulaire de sitôt. Et c'est très intéressant pour Tottenham parce que c'était un peu leur grosse faiblesse. Moi je disais dans l'analyse et notamment dans mes pronos de Première Ligue, excellente équipe, ça joue super bien, mais j'ai une crainte sur le poste de 9 où on a Richarlison qui est catastrophique et en plus personne vraiment derrière, Vélis est encore trop jeune. Mais si tu mets Son, que ça marche et qu'en plus ça donne du temps de jeu à Solomon et que ça marche, j'avoue, j'y avais pas pensé. Ça me ferait revoir peut-être un petit peu mon prono du classement de Tottenham. Peut-être top 4, alors que je les mettais 5e. Pour Burnley aussi, le Burnley de Vincent Kompany, je vais dire, je reste relativement optimiste. Je pense quand même qu'ils vont se maintenir. Avec ballon, il y a des moments qui sont vraiment sympathiques. Mais bon, c'est vrai qu'aussi, là, à la fin, t'en prends 5 à la maison, c'est un peu inquiétant. Kompany a manié tout un tas de systèmes là sur les 3 derniers matchs. Il y a 3 configurations tactiques différentes. Est-ce qu'il a vraiment trouvé la recette, la formule? À l'évidence, non. Et il va falloir le faire quand même pour commencer à engranger des points. Il me semble que Burnley là est 18e ou 19e. Début de saison compliqué forcément pour eux. Ensuite, entre Brighton et Newcastle, entre les Seagulls et les Magpies, bon, quelque part c'était un match aviaire. Et un match à voir surtout, avec un niveau d'intensité exceptionnel que Newcastle a eu du mal à tenir. Fati était en tribune, mais ça n'a pas empêché Brighton de rouler sur Newcastle, de l'emporter 3-1 avec un triplé de l'avant-centre irlandais de 18 ans, dont je vous parle depuis quelques semaines, Evan Ferguson. Quelle journée pour lui. Excellente performance de Billy Gilmour, de João Pedro, de Pascal Gross. Les 3 étaient titularisés, João Pedro sous Evan Ferguson, dans un registre intéressant. Je me demande où De Zerbi fera jouer Fati. Hyper intéressant, mais ils ont vraiment des cartouches sur le secteur offensif. Et Brighton, voilà, c'est une équipe absolument passionnante, qui fait une saison passionnante en Europa League, qui sera hyper excitante à suivre aussi, dans le groupe de l'OM, dans le groupe de l'Ajax. On parlera beaucoup de leur match. Ils ont recruté Ansu Fati, ils ont recruté Carlos Baleba aussi à la fin, donc magnifique. Pascal Gross, j'ai vu qu'il a été sélectionné avec l'Allemagne. Voilà Stan, c'est vrai que ton Billy Gilmour est excellent, mais Pascal Gross aussi, t'as vu la saison qu'il est en train de faire, un peu dans la foulée de sa dernière, où il faisait un double-double en Première Ligue, il me semble, plus de 10 buts, plus de 10 passes D. Magnifique Pascal Gross, et on le verra, comme Evan Ferguson donc, contre
contre la France sur ce rassemblement international, puisqu'on joue les Irlandais, les Allemands, on en reparle dans quelques minutes justement. Newcastle, de son côté, en revanche, 3 défaites en 4 journées de Premier League. L'année dernière, il avait fallu attendre 6 mois de compétition pour qu'ils atteignent le total de 3 défaites. Là, c'est déjà le cas. Bon, c'était contre City, c'était contre Liverpool, c'est contre Brighton. C'est forcément un début de saison qui était calendairement compliqué, c'est clair. Mais avec aussi leurs grosses échéances qui arrivent en Ligue des Champions, la pression va forcément commencer à grimper. Est-ce qu'il y a un petit peu trop d'espace dans ce milieu-là, Sandro, Bruno? Sans ballon, c'est vrai que c'est quelque chose qui est différent de ce qu'il y avait quand il y avait Willock, notamment saison dernière. On verra comment Eddie Howe riposte, très bon coach, mais la tendance de Newcastle et la dynamique de Newcastle, c'est un truc à surveiller quand même avec beaucoup d'attention. Notamment parce qu'ils sont dans le groupe du Paris Saint-Germain, ça va être hyper excitant. Et oui, la question que je voulais vous poser, est-ce qu'une analyse d'Evan Ferguson, du coup, vous intéresse? Un peu comme ce qu'on a fait sur Nico Jackson semaine dernière. À chaque fois, avec ces récaps du week-end, je me pose des questions. Sur quel joueur est-ce qu'on pourrait faire un petit focus, un truc détaillé, vraiment rentrer en profondeur. Bon, je me dis Evan Ferguson, entre autres, j'ai envie de faire un truc sur Bellingham aussi. Mais dites-moi s'il y a des joueurs qui vous parlent, et si pour le petit Evan, ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Ensuite, gros match pour Liverpool face à Aston Villa, net victoire 3-0. D'abord une frappe laser de Dominique Szoboszlai au tout début, un contre son camp de Matty Cash provoqué par Darwin Núñez, qui s'offre aussi une passe décisive à destination de Mo Salah en seconde période. Darwin Núñez, quelques grosses occasions non converties, mais quand même un match plein, je dirais, après avoir gagné sa place de titu contre Newcastle. Visiblement, en tout cas, il était aligné là d'emblée. Je pense qu'on va continuer à le voir semaine après semaine en Premier League. Van Dijk était suspendu, Konaté était absent, donc on avait une charnière Matip-Gomez qui n'a pas trop souffert. Parce que Liverpool a été bon avec le ballon. Endo, 6, recruté un petit peu au dernier moment, qui était titulaire contre Newcastle, qui avait été sorti au bout d'une heure de jeu, parce que c'était pas ouf. Là, il n'était pas reconduit, donc tout de suite, on voit que l'organisation au milieu de terrain pour Liverpool, ça reste un petit peu expérimental. On tente des trucs en essayant de trouver une combinaison qui fonctionne. C'était Curtis Jones là, et McAllister de nouveau dans un rôle de pointe basse. La grosse question à Liverpool en ce moment, c'est forcément l'avenir de Mo Salah. Le mercato saoudien est encore ouvert jusqu'à jeudi, donc on va attendre de voir. Mais j'ai trouvé qu'il a été très bon, et pas que pour son but, pas que pour ce qu'il a fait offensivement. Les ballons grattés haut, notamment sur Pau Torres, il lui a fait très mal. Il a été excellent. Trent Alexander-Arnold, malheureusement, est sorti sur blessure. Apparemment, c'est rien de trop grave selon Klopp, on verra. Mais avec ballon, il a brillé. Il a été moins exposé défensivement. Avec ballon, un récital de passes tranchantes. On a vu pourquoi il était titularisé. C'est pas cette partie-là de son jeu qui inquiète. Au contraire, c'est celle avec laquelle il gagne sa place de titulaire. Et il faut souligner quand c'est bon. Et enfin, Arsenal United, on va pas rentrer dans les détails. Vous le lisez sur le visage de Martin Odegaard. C'était un match assez piquant. Et du coup, j'y ai déjà consacré toute une vidéo, 15-16 minutes, qui sont sorties hier soir. N'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. C'était un match assez foudingue et il mérite un éclairage plus approfondi. On passe en Bundesliga. Alors, Bundesliga, il s'est passé des trucs assez cocasses aussi. Encore un résultat décevant pour Dortmund contre Heidenheim de partout. Brandt, un des seuls à surnager en ce début de saison, ouvre le score, puis gagne un penalty. Ça fait 2-0 contre un promu à la pause. Tu te dis que c'est suffisant. Bah non, ils en prennent 2. Un sur penalty d'ailleurs concédé à 10 minutes de la fin. Vraiment difficile pour Dortmund. Heidenheim donc marque le premier point de son histoire en Bundesliga. Le coach est content, youpi. Terzic peut commencer à flipper, à stresser un peu. On a vu sa mine déconfite au coup de sifflet final. Il y a une grosse polémique arbitrale sur le penalty, un hors-jeu à la base, mais apparemment Haller aurait repris contrôle du ballon avant de faire faute. Donc c'est pas hors-jeu, c'était un peu confus. Mais c'est clair que Dortmund ne joue pas assez bien. Quand on parle de trop d'espace entre les lignes pour Newcastle, Dortmund c'est encore pire. Quelque chose à exploiter d'ailleurs pour le Paris Saint-Germain. Et en tout cas pas rassurant pour le BVB alors que tu viens d'être tiré dans le groupe de la mort. Leverkusen, beaucoup moins d'inquiétude en revanche pour le Bayer Leverkusen qui a atomisé Darmstadt 5-1, avec notamment un doublé de Victor Boniface et une passe D pour Jonas Hoffmann aussi. Leverkusen, comme d'hab, on le dit chaque week-end, c'est très fort. Victor Boniface, avec 4 buts et 2 passes décisives, il est le joueur avec le plus de contributions décisives sur ce début de saison de Bundesliga. On va voir cette célébration là, je l'adore avec les petits pistolets vers le haut. Je crois qu'on risque de la voir assez régulièrement cette saison. Il fait un très gros début d'exercice. Et donc pour Leverkusen, leader de Bundesliga, 3 matchs, 3 victoires, 11 buts marqués, meilleure attaque du championnat. Une des 2 seules équipes allemandes à être à 9 points. En compagnie du Bayern Munich, qui l'a emporté lui aussi, rapidement mené 1-0, revenu contre Gladbach grâce à Sané et puis à Matistel, Kimmich, double passeur décisif. J'en parle depuis longtemps, mais au retour de la trêve, ouvrez vos calendriers, notez-le dans votre agenda, Bayern contre Leverkusen, vendredi 15 septembre à 20h30, ce qui va être un immense match de Bundesliga, faudra être là. Alors il y avait un autre match qualité Ligue des Champions entre l'Union et Leipzig, et une frappe qualité Ligue des Champions pour Xavi Simons, buteur.
puis passeur pour Benjamin Sesko, son premier but en Bundesliga, vite complété par un autre au bout d'une combinaison vraiment délicieuse avec Dani Olmo. 3-0 pour Leipzig. Leipzig aussi, rien à dire, c'est très très fort. Leipzig aussi, c'est assez sympa. Sacré Bundesliga qu'on a cette saison et sacré quatuor que pourrait aligner le RB Leipzig. Loïs Openda, Xavi Simons, Dani Olmo. Est-ce que cette triplette vous dit quelque chose? Elle pourrait être complétée, peut-être à la place de Youssouf Poulsen et de Benjamin Sesko qui a fait cette entrée remarquable et remarquée. En Liga, 2-3 trucs à dire aussi du côté du Real Madrid qui enchaîne au bout d'un match pas évident contre Getafe, ça l'est jamais contre Getafe. Borja Mayoral a d'abord profité d'une erreur de Fran Garcia pour effacer Kepa, climatiser le nouveau Santiago Bernabéu. Fran Garcia qui aurait pu se racheter d'ailleurs après un très bon travail sur son côté, mais Joselu là a gâché l'offrande, mais a exécuté David Soria quelques minutes plus tard au retour des vestiaires à bout portant. David Soria d'ailleurs qui a sorti un très très gros match, a frustré le Real Madrid, 26 tirs, 12 cadrés pour le Real, qui a touché plusieurs fois, 3 fois les montants aussi. Mais Soria a craqué au bout du bout et l'inévitable Bellingham, dans la 5e minute du temps additionnel, a délivré le Real. Le Real donc est parfait, 4 matchs, 4 victoires, 12 sur 12, leader. Une victoire pas évidente contre Getafe, mais méritée dans l'ensemble. Au niveau individuel, encore une fois, on se répète, mais le costume de sauveur, le costume de héros pour Jude. Je sais pas si on se rend vraiment compte, mais le gars il a quand même marqué sur ses 4 premiers matchs de Liga, les 4 premiers matchs de Liga de sa carrière avec le Real Madrid. C'est quoi ce début d'histoire ? Mais j'ai envie de distinguer, au-delà du regard très animé, un peu foufou là à la fin de Jude, j'ai envie de distinguer la très grosse entrée de Toni Kroos à la mi-temps. Il a donné quelques ballons superbes, comme ici dans le dos pour Carvajal. Dans un match que l'adversaire essaye d'éteindre, comme Getafe là, ces moments de lumière à lui sont tellement précieux. C'est vraiment un joueur magique. On doit aussi parler d'un truc, le Real retrouvait le Santiago Bernabéu après 3 matchs à l'extérieur et après les travaux de rénovation qui duraient depuis un moment. Pas grand chose à dire, le stade est absolument superbe, en tout cas moi il me plaît beaucoup de l'extérieur là, c'est un vrai vaisseau spatial, et à l'intérieur c'est la même chose, on dirait le Sénat galactique de Star Wars quoi. Je vois aucune différence entre ces deux photos, quoi. Ça se voit que j'ai envie de jouer à Starfield, ouais, peut-être un peu. En tout cas de retour sur la Terre, on va parler de la première titularisation et du premier but donc pour Joselu. Forcément avec la longue absence de Vinicius, il va avoir des minutes, on va voir dans quelle configuration exactement pour Carlo Ancelotti, mais à suivre. J'ai envie de dire peut-être Carlo se débrouille pas trop mal sur ce début de saison, 109, blessure de Vinicius. Pour l'instant, ce qui est proposé me semble relativement cohérent et intéressant. Maintenant, le banc sur le secteur offensif, le milieu de terrain, ça va très fourni, le plus fourni en Europe, mais le banc du secteur offensif, ouais, là c'est peut-être un petit peu plus léger et inquiétant. On verra pour le Real, on va continuer bien sûr à suivre le Real. Le Barça, de son côté, reste au contact. Un match un peu terne à Osasuna, qui aurait même pu tourner au cauchemar d'ailleurs suite à l'égalisation de Chimi Avila, le superbe Chimi Avila, à la 76e minute. Mais une passe délicieuse de Frenkie de Jong permet à Robert Lewandowski d'aller remporter un penalty et donc les 3 points à quelques minutes de la fin. C'était pas glorieux pour le Barça, c'est jamais facile à El Sadar comme Xavi l'a dit, mais 9 tirs en 90 minutes, 2 de moins d'ailleurs qu'Osasuna. C'est un peu le signe d'un secteur offensif qui, malgré 71% de possession, manque un peu de vitalité, de percussion. J'ai envie de souligner quand même l'excellent match, on parlait de Toni Kroos, l'excellent match de Frenkie de Jong, des espaces ouverts par la passe. Il est vraiment en train de faire un excellent début de saison, comme sa fin de saison. Je trouve que 2022-2023, il était un des meilleurs contributeurs, et ça l'est encore une fois sur ce début de 2023-2024. Il est tellement important. Et l'autre chose que j'ai envie de mettre en lumière, c'est que oui, le Barça a des problèmes, c'est pas extraordinaire, regardez leurs matchs, on passe pas toujours d'excellents moments le dimanche soir, mais pour moi, le motif d'espoir pour les hommes de Xavi, c'est que le Real Madrid aussi a des difficultés. Et quelque part, des difficultés un peu similaires, ça peut être à la création, dans la constitution de son effectif aussi, ça manque peut-être un petit peu de percussion sur le secteur offensif, et aussi des problèmes de blessures, Pedri, Araujo d'un côté, Courtois, Vinicius, même Eder Militao de l'autre. Donc voilà, au bout du bout, après 4 matchs, je trouve ni le Real ni le Barça extrêmement performants, mais quand même capable d'aller accrocher ces résultats. Aucune défaite en 8 matchs pour les deux. C'est les crus 2023-2024 de ces deux équipes, c'est pas les meilleurs qu'on ait vus sur les dernières années pour l'instant, mais on risque quand même du coup d'avoir une bataille pour le titre assez sympathique. Donc ça c'est pas mal. Puis ensuite on verra en Ligue des Champions, bien sûr, pour 2 clubs absolument fascinants. Serie A maintenant, on passe du côté de l'Italie. Très bon match du vendredi soir, j'ai passé un excellent moment devant ce match du vendredi, la victoire de l'AC Milan à Rome 2-1, grâce à Olivier Giroud sur penalty et grâce à Rafael Leao. C'est quoi ça? Qui permettent aux Milanais de battre la Roma à Rome 2-1. Encore une fois, j'étais absolument bluffé par l'AC Milan. J'en parlais déjà la semaine dernière, dans le récap de la semaine dernière. On faisait un focus très poussé sur leur match contre le Torino. Physiquement, je les trouve tellement au-dessus du lot, à l'image de Ruben Loftus-Cheek, RLC là, qui s'appuie sur Olivier Giroud, la combinaison des ex-gars de Chelsea, et ensuite peut exploser dans le demi-espace pour aller chercher le penalty. Rafael Leao, c'est toujours un poison permanent de l'autre côté.
Il fait tellement mal, capable de proposer dans la profondeur de cette manière. Et ensuite, il a la qualité pour s'ouvrir des espaces dans le petit espace, dans la surface de réparation. Derrière, Tomori qui prend son carton rouge quand même en fin de match. Mais sinon, avant ça, j'ai trouvé que contrôle de la profondeur, par exemple, contre Bellotti, tu tentes une passe dans l'intervalle. Ici, c'est Oussem Aouar qui tente une passe en profondeur dans le dos d'une ligne assez haute. Peut-être qu'il y a moyen de l'exploiter, mais non, en fait, Bellotti contre Tomori, c'est un massacre. Et contre pas mal d'avant-centres de Serie A, l'AC Milan a tellement plus de vitesse, de qualité athlétique, qui vont être très difficiles à battre cette saison, je pense. Encore une fois, on le voit ici, ça c'est une séquence qui m'a marqué. Si vous retrouvez mes notes là, mes notes du match, il y a genre des onomatopées constamment. Il y a avec plein de F, genre 5 ou 6 fois dans les notes, cette séquence notamment, où encore une fois, la profondeur est contrôlée par le retour de Tomori, Thio était là aussi, et puis derrière, 20 secondes plus tard, ça permet à Rafael Leao de se projeter en transition offensive, de faire très mal. Il y a tout un tas de captures pour montrer à quel point cet AC Milan est un monstre athlétique, domine physiquement ses adversaires. Le but de Rafael Leao, c'en est l'illustration la plus forte. Qui arrive à faire ça? Qui arrive à se poser comme ça et à juste verrouiller totalement son vis-à-vis? Quand on parle de domination physique, c'est pas mal. Théo Hernandez aussi, assez facile pour lui de prendre le dessus sur son vis-à-vis. La projection que l'AC Milan a sur le côté gauche, désormais aussi à droite, avec Pulisic, avec Loftus-Cheek, mais bien sûr, historiquement à gauche, Théo et Leao là. En fait, il semble y avoir pas tant d'espace que ça dans ce petit couloir. Il expose son vis-à-vis. Ça, si c'est pas l'image qui illustre le mieux ce que Rafael Leao fait en Serie A semaine après semaine, je sais pas ce qu'il nous faut. Vraiment très gros match. Et encore une fois, l'AC Milan, co-leader en compagnie de l'Inter, 9 points, les deux équipes à 9 points. Ce qui nous offre un derby della Madonnina au retour de la trêve après Bayern Leverkusen le vendredi soir, samedi soir à 18 h. Aucune excuse pour ne pas rater ce qui va être un très gros match de foot. Parce que l'Inter non plus n'a pas fait de détails contre la Fio, c'était pas un adversaire facile et pourtant ils les ont éclatés 4-0, doublé de Lautaro après l'ouverture du score de Marcus Thuram. On parle de duo, on parle d'association, Lautaro-Marcus, ça a l'air pas mal du tout. Thuram sur ce match, un but, une passe décisive, un penalty provoqué. Lautaro double buteur, il en est déjà à 5 buts en 3 rencontres cette saison. Il est leader du classement des buteurs en Serie A. Ouais, c'est pas mal du tout et leur entente commence à être assez affinée aussi. Défaite choc au Maradona, Felipe Anderson et Luis Alberto qui marquent un but très élégant pour permettre à la Lazio d'ouvrir le score. Zielinski égalise avec pas mal de réussite, mais Daichi Kamada s'offre un moment clé et c'est donc 3 points cruciaux pour la Lazio, 2-1 contre Naples, la Lazio qui avait mal démarré. Il y a un commentaire YouTube qui m'a tué sous le résumé du match. Lazio, l'équipe la plus généreuse de Serie A, ils prennent des points aux riches pour les donner aux pauvres. La Lazio, le Robin des Bois de Serie A. Et ouais, c'est exactement ça. La Lazio qui gagne beaucoup de matchs contre les grosses équipes. C'est un petit peu moins constant et stable contre les petites. S'ils réussissent à corriger le tir, ils vont faire encore une belle saison. Dauphin de Serie A, on le rappelle. La saison dernière, grosse première de Matteo Guendouzi aussi au milieu de terrain pour son entrée. Une passe décisive et un but. Malheureusement, les deux annulés suite à un check VAR parce que position de hors-jeu au cours de l'action. Mais c'est peut-être le réveil dont les hommes de Sarri ont besoin. Naples, en revanche, chute pour la première fois de cette saison. Pas comme la Juve qui l'a emporté 2-0 grâce à Danilo et grâce à Chiesa qui a fait un match plein. Il est tellement important pour cette équipe. Vlahovic a raté un penalty. Pogba a marqué un but splendide. Malheureusement, lui aussi refusé pour une position de hors-jeu. Et malheureusement, il est toujours aussi fragile. Dans la foulée du match, Allegri annonce que Pogba va passer des examens après avoir été victime de douleur, une douleur au dos. Dommage parce qu'il était bien entré. Effectivement, on espère que c'est pas trop sérieux. Lui qui n'a pas été appelé par Didier Deschamps, on comprend parce qu'il faut vraiment qu'il enchaîne. Et pourtant, quand il est là, il montre des choses intéressantes. On verra pour la Juve. Qui sans trop trembler donc poursuit son très bon début de saison comptable et encore invaincu, reste dans la roue des 2000 ans au classement. Et alors donc, comme chaque semaine, on finit en Ligue 1 et comme chaque semaine aussi, malheureusement, je dois vous faire le petit reminder que la Ligue 1, c'est vraiment de très loin le championnat le plus embêtant sur les droits d'image. Première Ligue, je peux passer des séquences de 4-5 secondes. En Ligue 1, pour 1 seconde et demie, 2 secondes, la vidéo saute. Les ayants droit sont particulièrement regardants. Et d'ailleurs, j'ai aussi pris le premier strike de ma vie sur Twitter l'autre jour. C'est pas très grave, pas aussi grave que sur YouTube. Mais hier, pour avoir posté 5-6 secondes de vidéo, pas un but, juste un petit truc, l'échange entre justement Cherki et Nouama d'OL PSG hier. Donc ouais, malheureusement, c'est toujours très compliqué de faire quelque chose avec la Ligue 1. C'est leur politique, ça les regarde. Mais du coup, forcément, ils sont un peu le parent pauvre de ces vidéos et je suis obligé d'aller très vite sur les images. Donc ce que je vais dire, c'est nette victoire de Monaco contre Lens grâce à Singo sur corner, Golovin, puis Maripane 3-0. Monaco donc est premier de Ligue 1. Voilà, c'était assez rapide. Premier de Ligue 1 avec 10 points, 13 buts marqués déjà en 4 journées. Super début de saison pour eux. Destin inverse pour Lens en revanche qui se retrouve avant-dernier. Mais bon, c'est vrai que c'est en ayant joué Rennes, Paris et donc Monaco, c'est un petit peu à relativiser. La qualité des adversaires était telle, c'est quand même pas hyper rassurant et on attend un rebond des Lensois après la trêve.
Lyon-Paris, Paris, dauphin invaincu en ayant étrillé l'OL à la maison, c'était hier soir, notamment grâce à un doublé de Kylian Mbappé. J'ai analysé le match hier, un petit peu comme pour Arsenal United, vous avez une longue vidéo, 16 minutes de résumé tactique avec plein de séquences pour éclairer un petit peu ce qui s'est passé, même si moi ce match m'a un petit peu déprimé, vous l'imaginez, c'était un vrai massacre, je vous laisse aller checker la vidéo si ça vous intéresse. Marseille-Nantes, un partout pour l'OM, malgré une nette domination, ouverture du score d'Ismaïla Sarr, Mostafa Mohamed égalise, on a vu la première titularisation de Joaquin Correa sur le côté, Aubameyang et Vitinha donc étaient associés dans l'axe. Ce qu'on va dire, c'est que ça a permis à Marseille, en tout cas, de relativement dominer les indicateurs statistiques, 64% de possession, 26 tirs à 10, 2,35 XG. Ils auraient sans doute dû aller chercher les 3 points, mais Rémi Descamps dans les buts a été exceptionnel, 8 arrêts pour lui. On a vu aussi la première d'Hudson côté nantais, le petit Brésilien des Corinthians à surveiller, à voir ce que ça donnera sur les prochains matchs. Metz-Reims de partout, un peu foufou, Metz ouvre le score, Oumar Diakité égalise, l'immense Teddy Toima marque aussi, mais Diallo sauve Metz. Un bon nul à prendre pour Metz face à Reims donc qui est 4ème et qui a une vraie très belle équipe. Donc vraiment plutôt une bonne performance pour les Messins. Et on va continuer à suivre Reims, le Reims de Modarami notamment passeur décisif, avec la plus grande curiosité. On a un bon nul pour Brest aussi contre Rennes 0-0. Brest qui s'est même procuré les plus grosses occasions, a tiré 2 fois plus que Rennes, pas mal. Lille-Montpellier 1-0 pour Lille sur un but sur coup franc de Yazidje, un énorme arrêt de Chevalier aussi. Après avoir souffert, les Lillois ils ont bien souffert contre Rijeka en milieu de semaine et bien sûr la défaite 4-1 contre Lorient le week-end dernier. 3 points qui leur font beaucoup de bien et qui leur permettent de grimper à la 5ème place, donc c'est bien pour Lille. Nice-Strasbourg, la victoire 2-0 de Nice, but d'Attal, splendide, et de Terem Moffi, pas mal aussi. C'est la première victoire de la saison pour les Niçois, elle arrive à un moment important juste avant la trêve. Et Le Havre-Lorient, 3-0 pour le HAC, première victoire de la saison aussi pour eux, grâce à un but de Koussiaev encore, et d'Alioui, déjà son 3ème de la saison. Enfin, on a Toulouse-Clermont de partout, Toulouse qui mène rapidement grâce à Aboukhlal et à 0, mais Grejon Kiei et Ogier frustrent le TEF de partout, Clermont marque ses premiers points de la saison. Alors le programme de foot cette semaine est quand même plus léger, notamment le week-end prochain, c'est la trêve internationale comme vous le savez. On a un match de l'équipe de France contre l'Irlande par contre qui est jeudi à 20h45. Comme vous le voyez, l'équipe de France net favorite, la victoire à 1,29. Mais peut-être que dans un secteur défensif encore un peu en recomposition de l'équipe de France, peut-être qu'Evan Ferguson, le fameux Evan Ferguson à 5,80 peut se procurer juste assez d'occasions pour aller planter son petit but à 5,80. J'en sais absolument rien, mais si ça vous intéresse, comme vous le savez, comme d'habitude, vous avez accès à l'offre de bienvenue de Winamax en cliquant sur le lien qui est en description. Votre premier dépôt est instantanément doublé en pari gratuit. Vous recevez 10 € en cash aussi. C'est un lien qui est affilié qui me permet de toucher une commission à chaque utilisation, mais ne pariez que si vous êtes majeur, c'est interdit aux mineurs, et plutôt des petites sommes, comme d'habitude. Les amis, j'espère que ce récap du week-end vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est plaisir. Ces vidéos qui sont toujours assez fournies et longues à faire, notamment au montage. J'ai encore là, à l'heure où je m'enregistre, pas mal de boulot devant moi, mais j'espère que ça sortira allez, avant 20h ce soir, je le souhaite. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes les autres. Et on se dit à très vite pour plein de vidéos qui arrivent cette semaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.